Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant le coronavirus et l'épidémie qui nous touche encore actuellement. Donc la dernière vidéo que j'avais fait à ce sujet, ça remonte déjà il y a plus d'un mois, donc vous allez voir que depuis ce moment il y a pas mal de nouveautés, pas mal de choses qui ont évolué. Donc cette vidéo ça va être tout simplement une foire aux questions, une sorte de session questions-réponses, où je vais tout simplement répondre à toutes les questions que vous avez pu me poser, que ce soit en commentaire des différentes vidéos ou sur nos réseaux sociaux. Et je commence sans plus tarder avec la première question, c'est parti. Alors concernant l'immunité, c'est encore un sujet qui est assez vague, on ne sait pas énormément de choses. D'ailleurs dans tout ce que je vais dire dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre avec des pincettes comme on ne sait pas encore énormément de choses du virus. Également je vous mettrai en description de la vidéo toutes les sources que j'ai pu trouver de tous les articles scientifiques. Il semblerait, je dis bien il semblerait que les patients développeraient des anticorps à partir de 1 semaine de maladie. Mais on ne sait pas encore si ces anticorps sont durables dans le temps, c'est-à-dire qu'ils vont vous protéger d'une réinfection pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et est-ce que tous les patients qui ont été malades développent des anticorps? Par exemple, je m'appuie sur l'université de Columbia aux États-Unis qui aurait étudié différents types de coronavirus différents du SARS-CoV-2 et qui aurait montré que l'immunité ne durait que quelques semaines et qu'on pouvait à nouveau être infecté peu de temps après par ces virus. Donc c'est en contradiction par exemple avec des virus comme la rougeole ou la varicelle qui ceux-ci donnent une immunité qui est quasi permanente. Et également le centre de recherche de Saint-Louis, toujours aux USA, aurait montré que les patients qui développaient les formes les moins graves de la maladie, seulement avec quelques symptômes bénins, voire même asymptomatiques, eh bien ceux-ci, leur corps ne se défendrait suffisamment pas pour pouvoir développer des anticorps. Donc là aussi, on ne sait pas encore si tous les patients développent des anticorps, si ceci dure dans le temps, donc il y a beaucoup d'interrogations encore à ce sujet. C'est pour l'instant ce que je peux dire, on ne sait pas encore trop. Concernant le tabac, vous en avez peut-être entendu parler dans les médias, il semblerait que ce soit un facteur protecteur. Alors, je vais tout de suite calmer vos ardeurs, c'est pas le tabac en lui-même. Le tabac, ça reste toujours un facteur de risque important de développer des formes graves de la maladie. Et ça tue quand même plus de 70 000 personnes en France chaque année, donc c'est énorme. Mais en tout cas, ça s'appuie sur une étude chinoise qui a été relayée après par les hôpitaux de Paris et la Sorbonne, qui aurait montré que 5% des patients, sur une petite cohorte de à peu près 300 patients, que 5% des patients étaient des fumeurs, alors que dans la population générale, un quart des personnes est tabagique. On se dirait que potentiellement les gens qui fument seraient plus protégés du coronavirus. En fait, soi-disant, ce serait dû à la nicotine. La nicotine, vous savez, c'est cette substance addictogène qu'il y a dans la cigarette. Et soi-disant, la nicotine se fixerait sur des récepteurs similaires au coronavirus, donc en quelque sorte prendrait sa place. Et tout simplement, cela permettrait de prévenir des formes graves de la maladie en empêchant le virus vraiment d'entrer dans les cellules. Donc là encore, c'est hypothétique, les études sont pas très poussées, seulement sur quelques patients. Donc on peut pas encore dire si c'est efficace, mais en tout cas, c'est une piste qui est évoquée. Là aussi, vous en avez sûrement entendu parler dans les médias avec ce nom un petit peu barbare, le tocilizumab. En fait, c'est un médicament qu'on donne à la base pour des maladies inflammatoires comme par exemple la polyarthrite rhumatoïde. Et cela fait partie de la classe des anticorps monoclonaux. Donc là aussi, c'est un terme un petit peu barbare, je vais vous expliquer très rapidement ce que c'est. En fait, ce sont des anticorps qui sont créés par des souris dont le système immunitaire a été un petit peu modifié pour qu'il puisse correspondre à celui de l'être humain. On a injecté à ces souris des virus, donc par exemple le coronavirus. Les souris ont développé des anticorps. Après, on récupère ces anticorps qu'on multiplie en laboratoire. Et après, ils pourront être injectés, en tout cas donnés à des patients malades. Alors cette étude a été faite par les hôpitaux de Paris, mais elle a assez critiqué, il y a eu pas mal de contradictions à ce sujet-là. Mais soi-disant, ce médicament serait utilisé durant la phase 2 de la maladie, ce qu'on appelle la phase inflammatoire, celle où vous avez peut-être aussi entendu dire, il y a ce qu'on appelle l'orage cytokinique, c'est-à-dire que le virus est presque plus présent dans le corps, mais l'inflammation qu'il a provoquée endommage différents organes, et ce qui fait que c'est souvent à ce moment-là que les patients vont en réanimation, et souvent même qu'ils décèdent. Donc ces anticorps monoclonaux permettrait de bloquer la production d'une molécule qui s'appelle l'interleukine 6 et qui est une molécule qui va entrer dans la réaction inflammatoire du corps. Et donc en bloquant cette molécule, eh bien tout simplement ça bloquerait la chaîne de l'inflammation et donc ça permettrait aux patients qui sont dans un état plutôt avancé de se remettre finalement plus rapidement. Donc là aussi, les études sont en cours, on ne sait pas si c'est vraiment efficace, mais c'était un petit peu pour dégrossir ce que vous avez pu entendre dans les médias.
Alors concernant ce qu'on peut dire les nouveaux symptômes, il semblerait que ce coronavirus ne soit pas vraiment une infection aérienne, une infection respiratoire. Il semblerait que ce soit plus apparenté à une vascularite, c'est-à-dire une inflammation au niveau des vaisseaux de tout votre organisme. En fait, le virus, pour qu'il puisse rentrer dans vos cellules, il rentre au moyen d'un récepteur qui est sur vos cellules qui s'appelle l'ACE2 et qui est présent sur la plupart des cellules de votre organisme, notamment les vaisseaux sanguins. Alors, vos vaisseaux sanguins, ce sont des sortes de petits tuyaux composés de plusieurs couches de cellules, et la couche qui est au contact du sang, qui s'appelle l'endothélium, serait à ce moment-là lésée par le coronavirus, qui pourrait donc rentrer dans les vaisseaux et rentrer au contact du sang. Et à ce moment-là, il pourrait passer du coup dans différents organes, que ce soit les reins, le système nerveux, le cœur, les poumons, comme finalement les vaisseaux du corps humain irriguent tous les organes de votre corps, et bien finalement ça pourrait toucher tous les organes. Et c'est ce qu'on a observé par exemple avec les phénomènes d'hypercoagulabilité. Là aussi c'est un terme un petit peu compliqué. Tout simplement, le virus dans votre sang pourrait activer ce qu'on appelle des facteurs de la coagulation, c'est-à-dire par exemple quand vous vous coupez et que vous saignez, ces facteurs rentrent en jeu pour justement que vous arrêtez de saigner finalement et qu'il y ait un caillot qui se forme. Et bah dans ce cas-là, possiblement des caillots pourraient se former dans les vaisseaux sanguins et après provoquer par exemple des AVC ou des infarctus. C'est ce qu'on a observé notamment chez des patients en réanimation. Et il semblerait dans ce cas-là que le coronavirus soit plus apparenté à une inflammation des vaisseaux qui toucherait après les différents organes que seulement une infection aérienne pure qui toucherait que les poumons. C'est peut-être quelque chose que vous avez entendu parler dans les médias aussi avec le syndrome de Kawasaki. En fait, c'est une maladie qui touche seulement les enfants, en moyenne entre 1 et 12 ans. Et en fait, ce qui s'apparente à une inflammation, pareil, des différents organes de votre corps. On ne sait pas encore comment c'est provoqué, mais il y a des pistes qui évoquent des infections, donc potentiellement l'infection à coronavirus, et ça donnerait pareil des symptômes assez similaires, par exemple une fièvre durant plusieurs jours, des éruptions cutanées, des inflammations au niveau des organes, notamment du cœur, ce qui peut provoquer ce qu'on appelle des myocardites. Donc c'est ce qui a été observé dans différents hôpitaux à travers le monde, et donc ce serait bien en corrélation avec ce qu'on a observé chez les adultes, comme quoi ce serait une inflammation des vaisseaux, et ça toucherait finalement tout le corps humain. Alors une question que vous m'avez beaucoup posée aussi concernant les séquelles, est-ce qu'on garde des séquelles après avoir été malade? Alors je vous rassure déjà concernant les formes peu graves de la maladie, a priori non. Il semblerait par contre qu'on ait une fatigue assez prolongée pendant plusieurs semaines, ce qui serait la conséquence de la maladie, et ce qui pourrait s'apparenter par exemple quand vous avez la mononucléose et que vous êtes fatigué pendant plusieurs mois, cela pourrait ressembler à ça chez certaines personnes. Pareil, les symptômes comme la perte du goût, la perte de l'odorat, cela pourrait rester encore quelques semaines chez certains patients, même après être guéris. Par contre, concernant les patients plus graves, notamment ceux qui ont été en réanimation, il y a une séquelle qu'on va vraiment observer dans les mois à venir et qui sera vraiment intéressante à suivre, c'est la fibrose pulmonaire. Alors la fibrose, habituellement, ça donne des symptômes comme un essoufflement vraiment très précoce, notamment quand on fait des efforts physiques, ou par exemple une toux chronique. Et en fait, au niveau de vos poumons, les alvéoles pulmonaires, celles qui se remplissent par exemple d'air quand vous respirez, vont être détruites par le virus, et quand elles vont cicatriser, ça va former un tissu vraiment résistant avec des fibres différentes, et c'est comme en gros si vous aviez perdu une partie de votre poumon et qu'il n'était plus efficace à cet endroit-là, d'où la perte de capacité respiratoire. Donc là ça va être intéressant à suivre pour voir si cette fibrose dure dans le temps, ou alors le corps permet de se rétablir petit à petit au bout de quelques mois, voire quelques années, donc là on ne sait pas encore. Et également aussi, il faudra suivre les séquelles au niveau rénal, puisqu'on a observé que pas mal de patients avaient des insuffisances au niveau des reins, notamment en réanimation, et notamment aussi avec les traitements qu'on leur donnait qui peuvent endommager les reins, et aussi au niveau cardiologique, puisqu'il a été montré que certains patients qui n'avaient aucun problème cardiologique pouvaient développer une insuffisance cardiaque, voire une arythmie, c'est-à-dire un cœur qui bat de façon irrégulière. Donc là, c'est des symptômes qui peuvent apparaître chez certaines personnes après avoir été malades. Donc on ne sait pas encore si ces symptômes perdurent dans le temps ou alors ils se résoudent spontanément au bout de quelques semaines, voire quelques mois. Mais c'est des choses qu'on va vraiment étudier dans les années et les mois qui vont venir. Petit point maintenant concernant les masques. Donc vous savez que les masques sont vraiment importants, tout comme la distanciation physique pour éviter de transmettre la maladie. Alors les masques qui sont le plus utilisés habituellement et que la plupart des gens vont porter, ce sont des masques chirurgicaux comme celui-ci. Alors je vais vous faire la petite démonstration rapidement. Pour les mettre, vous avez des élastiques sur les côtés. Donc vous les mettez comme ceci. Il y a une petite barre au niveau du nez que vous appuyez bien pour que ça épouse bien les formes de votre visage. Après vous tirez bien vers le bas pour que ça puisse englober
à peu près la totalité de votre visage avec surtout le nez et la bouche. Après pour l'enlever, vous faites bien attention de bien l'enlever par les côtés et pas par le milieu. Donc surtout, ce qui est important à faire, je le remets rapidement, c'est surtout éviter de se toucher le masque comme ça, et après par exemple se toucher le visage, surtout la zone centrale du masque, qui est la plus propice à avoir des virus, surtout ne pas la toucher, et évitez aussi de descendre votre masque et puis après de le remonter, ça sert pas vraiment à grand chose, surtout qu'un masque chirurgical, normalement, est efficace entre 4 et 6 heures, donc ce n'est pas très très long, c'est pour ça qu'il faut le changer régulièrement, et que les masques jetables comme ceci, cela ne sert à rien de les laver ou de les réutiliser plusieurs fois, ce serait contre-productif complètement. Il y a aussi les masques FFP2, ceux-là on en trouve un petit peu moins, mais ils sont les plus efficaces, ils permettent de vous protéger dans les deux sens, c'est-à-dire qu'ils vont vous protéger de l'extérieur, mais également si vous êtes en contact avec des gens malades, en principe c'est censé vous protéger de leur projection, contrairement aux masques chirurgicaux qui ne marchent que dans un seul sens, mais si vous avez des gens en face de vous qui sont malades, un masque comme ça ne vous servira strictement à rien. Donc là aussi, il faut bien faire attention, ce n'est pas parce que vous portez un masque chirurgical dans la rue que vous êtes forcément protégé, l'idéal ce serait que tout le monde en porte, c'est pour ça que le gouvernement, je pense, aurait dû rendre obligatoire le port du masque, du moins chirurgical, dans l'espace public, ça aurait évité, je pense, des futures contaminations à venir. Concernant les masques en tissu ou les masques faits soi-même, il n'y a pas vraiment d'études là-dessus, donc on ne sait pas trop. Il semblerait quand même moins efficace que les masques chirurgicaux, mais quand même plus efficace que ne rien porter du tout. Par contre, il faut bien faire attention à les laver très régulièrement, faire bien attention à ne pas les toucher et ne pas les remettre s'ils sont sales. Car dans ce cas-là, ce serait comme un masque chirurgical, si vous le mettez, vous le remettez, vous le touchez un peu partout, ce sera complètement inutile. Et dernier point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est concernant la deuxième vague. Est-ce que l'on va avoir une deuxième vague dans cette épidémie ? D'ailleurs, je vous mets un petit sondage en haut, n'hésitez pas à y répondre selon ce que vous pensez. Donc, le déconfinement a eu lieu le 11 mai avec un R0, c'est-à-dire un taux de reproduction, c'est-à-dire le nombre de personnes que vous pouvez contaminer si vous êtes malade, qui était à peu près de 0,6, sachant qu'on considère en pratique que quand le R0 est inférieur à 1, l'épidémie est en train de diminuer, voire de disparaître. Donc pour l'instant, il est à 0,6, mais s'il venait à réaugmenter et à passer au-dessus de 1, cela marquerait une progression de l'épidémie et cela pourrait donner potentiellement des petites vagues successives. Alors au 11 mai, d'après les estimations des différents épidémiologistes, on considère que 6% de la population a été en contact avec le virus, ce qui représente un petit peu moins de 4 millions de Français, donc c'est déjà beaucoup. Mais ce qui va être très important surtout sur le long terme, ça va être les gestes barrières et surtout ne pas se relâcher. Ce n'est pas parce que l'épidémie est en train de diminuer qu'on voit de moins en moins de morts, de moins en moins de cas, qu'il faut se dire c'est bon, l'épidémie est finie, on enlève tous les masques, les gants, etc. et on se remet à vivre comme avant. C'est pas du tout ça, surtout qu'on ne sait pas encore si le virus va disparaître avec l'été et avec la chaleur. D'après des premières études in vitro, elles ont montré que le virus commençait à diminuer autour de 60 degrés, donc c'est quand même assez chaud, et qu'il disparaissait complètement à partir de 90 degrés. Donc vous voyez, c'est des températures très élevées, c'est pour ça que quand vous lavez par exemple à la machine à laver, c'est ce qui permet normalement de faire disparaître les virus. Par contre, c'est des températures qu'on voit finalement jamais en temps normal. Donc si c'est une épidémie saisonnière comme la grippe, il se peut qu'elle diminue beaucoup l'été, voire disparaisse complètement. Mais après, il n'est pas dit qu'elle revienne par exemple à l'automne, à l'hiver, et que ça refasse des vagues de contamination l'année prochaine. D'où la nécessité possible d'un futur vaccin qui devra arriver pas avant 2021 a priori. Et donc si on devait avoir une hausse des contaminations, et notamment une hausse des patients hospitalisés et une hausse des patients qui arrivent en réanimation, il pourrait y avoir ce qu'on appelle la stratégie du stop and go, c'est-à-dire des périodes de reconfinement qui peuvent durer quelques semaines, des phases de déconfinement comme on vit actuellement, et des phases de reconfinement. Donc c'est un schéma qui pourrait potentiellement avoir lieu, ce que je n'espère pas bien sûr, car je n'espère pas finalement qu'il y ait une deuxième vague. Le professeur Raoult à Marseille, le controversé professeur Raoult, pour lui, il pense que l'épidémie est sur la fin, est quasiment terminée, qu'elle va disparaître avec l'été. Donc bon, on a vu qu'il avait dit quand même quelque chose de contradictoire depuis le début de l'épidémie, donc on peut pas vraiment se fier à 100% à ce qu'il dit. Mais il est fort possible que l'épidémie continue de diminuer, notamment si on continue de garder des gestes barrières et la distanciation. On pourrait éviter une deuxième vague, en tout cas une vague d'une même intensité que la première, et peut-être quelques clusters qui apparaissent par-ci par-là en France que l'on pourrait isoler facilement et éviter qu'ils réimprègnent sur toute la population et déclencher une grosse vague nationale.
Après, il n'est pas exclu non plus qu'on ait une vague de moindre importance qui se prolonge dans la durée. Donc là encore, ce sont différents schémas, on ne sait pas encore ce qui va se passer, surtout qu'on ne sait pas exactement si le virus va dépasser l'été. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions à ce niveau-là. J'ai essayé de répondre à quelques-unes ici. Je reviendrai dans quelques semaines, notamment d'ici un mois, pour voir s'il y a des évolutions au niveau de l'épidémie, puisqu'on sait que il faut à peu près 3 à 4 semaines après le déconfinement pour voir une évolution, puisque environ une semaine pour que les gens s'infectent, une semaine pour qu'ils déclenchent les symptômes, et encore une semaine pour qu'ils atteignent des formes graves. A priori, c'est très schématique, je le rappelle. Donc on verra d'ici un mois si la deuxième vague est en train d'avoir lieu, ou finalement tout diminue et tout rentre presque dans l'ordre. En tout cas, moi je vous dis, prenez soin de vous comme d'habitude, faites bien attention, et si vous pouvez, sortez avec des masques, c'est très important. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.